Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette dernière de la saison. Nous la consacrerons au volet international, la crise en Libye et en Tunisie. Les événements s'accélèrent en Libye où la guerre par procuration que se livre depuis des années plusieurs puissances par acteurs locaux interposés risque d'évoluer dans les prochains jours en un conflit ouvert entre la Turquie et l'Égypte. Le président égyptien El-Sisi menace d'intervenir militairement dans ce pays voisin prétextant assurer sa sécurité. L'Algérie reste, elle, sur sa position pour qui la résolution de la crise libyenne reste politique avec l'ouverture de négociations inclusives. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué une possible solution algéro-tunisienne. La Tunisie, justement, qui n'arrive toujours pas à se stabiliser politiquement, une instabilité qui pourrait fragiliser la gestion de cette crise. Nous allons en parler ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau M. Brahim Zitouni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kamel Mensari, bonsoir. Vous êtes directeur de la publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous également ce soir. Bonsoir. Monsieur Mustafa Hedem, bonsoir. Vous êtes politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons en direct avec nous depuis Paris Monsieur Abdelnour Ben Antar, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Et vous êtes également auteur du livre Les initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel, le G5 mis à l'épreuve. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le président égyptien, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, Abdel Fattah al-Sisi, ainsi prévenu, ainsi que toute avancée des forces du gouvernement national, le GNA, qui avait à un moment donné, où il y a un mois de cela, repris le dessus sur la Tripolitaine. On s'attendait à ce que le conflit aboutisse à des négociations. Finalement, on n'y est pas. Est-ce qu'on va vers une recrudescence des violences dans ce pays, Monsieur Zitouni? Lui, je disais, l'Égypte qui aujourd'hui prévient Ankara d'intervenir militairement si la situation dégénère. Oui, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a d'abord un intérêt concret. En réalité, il s'agit de savoir quelle est la force qui va dominer Sirte. Sirte et les deux aires de Sirte qui possèdent un terminal pétrolier important et qui est le véritable enjeu de ce qui se passe aujourd'hui entre les Égyptiens et les Turcs à distance. Mais je crois qu'il faut se méfier des déclarations de guerre ou péremptoires parce qu'en réalité, la première puissance régionale qui rentre en Libye a perdu. Il faut bien comprendre que la communauté internationale dans son ensemble, que ce soit les États-Unis ou les acteurs principaux comme la Russie et la Turquie essentiellement, la France qui vient d'être défaite en Libye, le premier qui met le pied en Libye sera condamné par la communauté internationale et ne pourra pas tirer les marrons du feu. Donc en réalité nous sommes dans une situation où le premier qui intervient perd, le premier qui rentre perd, mais aussi nous sommes dans une situation où on fait monter les surenchères de telle façon qu'on se positionne sur des éventuelles discussions diplomatiques qui n'ont cesse d'avoir cours. C'est un peu la situation qui est caractéristique. Vous dites que la communauté internationale aujourd'hui réagirait si le conflit prend d'autres proportions, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas réagi. Elle reste en retrait. Pourquoi? Comment l'expliquer? Oui, elle n'a pas réagi parce que je pense que les principaux acteurs qui sont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui veulent une guerre en Libye, parce qu'en réalité c'est une guerre contre le Maghreb et plus largement contre l'émergence d'un islamisme modéré qui serait un islamisme de la modernité républicaine. Cette guerre-là est voulue d'abord par les Émiratis. Les Émiratis et les Saoudiens ont très peur d'un modèle tunisien qui se répliquerait aussi bien en Algérie dans son expression islamiste modérée qu'en Libye où la matrice, la substance des tribus est une substance de culture islamique et l'État sera un État de culture islamique modérée. On parle d'enjeux idéologiques. Là, on parle effectivement d'enjeux idéologiques qui sont les premiers enjeux pour les Saoudiens et les Émiratis. Maintenant, pour les autres puissances, ce ne sont pas forcément des enjeux idéologiques. Chacun voit midi à sa porte. Pour certains, l'enjeu principal, il est idéologique, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Pour d'autres, la Turquie, ce sont des intérêts concrets, des intérêts de frontières maritimes. N'oubliez pas que la Turquie va renégocier le traité de Lausanne dans les quelques mois qui vont venir et qu'en conséquence de quoi ce traité maritime qu'elle a signé avec la Libye est déjà
une sorte de fou sur le jeu d'échiquier, de telle façon qu'elle se mette en position de mieux négocier ce traité de Lausanne. Pour la France, c'est le contrôle du Fezzan et le pétrole. Donc chacun voit midi à sa porte. Seuls les Algériens et les Tunisiens... Pas d'enjeu, à part la paix et la stabilité dans la région. Oui. L'enjeu principal, c'est une stabilité politique. Pourquoi? Parce que la stabilité politique permet d'aller vers des dynamiques communes maghrébines. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui en Libye. Vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas à craindre, il y a un jeu dangereux aujourd'hui de la Turquie qui est un peu dénoncé, qu'il n'y a pas à craindre de conflit direct avec l'Égypte? Je pense que le président Sisi et son entourage, ses conseillers, savent que la Turquie est partie prenante de l'OTAN. Oui. La Turquie n'aurait jamais avancé ses pions de cette manière si elle n'avait pas l'aval de l'OTAN. Cela d'une part. D'autre part, en dépit de pseudo-incidents réels ou supposés entre la marine turque et la marine française, l'OTAN est présente à travers la Turquie. Et je ne pense pas que le président Sisi va prendre le risque de mettre à mal d'abord son économie. Il ne fait pas le poids? Mais il ne fait pas le poids d'abord sur le plan économique. On ne parle pas des enjeux militaires maintenant. Vous savez, depuis une dizaine de jours, le président Sisi parle de manœuvres militaires aux frontières et qu'un certain nombre de chaînes de télévision, notamment du Moyen-Orient et des pays du Golfe, ont démontré que les images utilisées par la propagande étaient des images qui dataient déjà de 2017. Donc, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, l'Égypte va prendre le risque de rentrer dans une confrontation militaire directe avec la Turquie pour des considérations stratégiques, pour des considérations économiques. Rentrer en guerre suppose une économie forte, une armée forte. Or, l'armée égyptienne est impliquée dans la chose politique. L'armée égyptienne a perdu beaucoup de son aura, y compris à l'intérieur de l'Égypte, après le coup d'État contre le président Morsi. Je pense que le président Sisi ne prendra pas de risque de rentrer en confrontation directe. Ce que je voudrais rajouter, si vous permettez, en 2 minutes, c'est que pour comprendre le présent de la Libye, il faut faire un peu d'histoire très brièvement. Après l'indépendance de la Libye, la famille Snoussi a utilisé le système tribal. Kadhafi, après le coup d'État de 69, s'est fondé sur le tribalisme. Et l'Égypte qui fait appel aux tribus aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'État au sens centraliste et jacobin. Il n'y a jamais eu d'État, il n'y a jamais eu d'armée, il y a eu une milice. Nous savons que les équilibres entre les tribus et leurs intérêts changent de jour en jour. Ils sont extrêmement volatiles et extrêmement souples. Nous l'avons vu avec le problème qui s'est posé entre Aqila Salah et Haftar. Dès lors que Haftar voulait devenir le président et avec tous les pouvoirs, la tribu de Aqila Salah, président du Parlement de Tobrouk, a réagi d'une manière violente. Donc il faut faire un peu cette lecture de la réalité sociologique et sociopolitique de la Libye pour mieux appréhender et comprendre. Le président Sisi parle d'armer un certain nombre de tribus. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout l'intention d'intervenir. On peut aller vers un éclatement de la violence tribale, bien sûr. Mais là, ça va somaliser la situation. La Cyrénaïque et la Tripolitaine est un problème qui est vraiment étudié. Historique oui. Et étudié et souvent exploité. Il a été exploité par les Français, il a été exploité par les Italiens.
et il y a des forces, des puissances régionales qui veulent l'exploiter. On verra quels seront les intérêts de l'Égypte de vouloir intervenir militairement en Syrie naïque, justement, ce que vous venez de dire. Est-ce que vous étiez il y a un mois, on en parlait de cette Libye, on s'attendait à ce qu'on aille vers des négociations autour d'une table, on disait que ce n'était pas évident, que le GNA qui est en position de force ne va peut-être pas vouloir accepter de s'asseoir autour d'une table. On pensait que ça pouvait être un point d'inflexion, finalement ça ne l'est pas aujourd'hui. Oui, exactement. Il faut revenir, il y a des points qu'il faut éclaircir. L'OTAN n'est pas unie en Libye. Il y a des divisions. La position et la posture française, confirmée par la rhétorique du président français Emmanuel Macron, démontrent clairement qu'il y a une division au sein de l'OTAN. Il y a des accusations mutuelles entre la Turquie et la France. On oublie l'un des acteurs majeurs dans le conflit libyen qui est silencieux, c'est les États-Unis. Son rôle est un petit peu négatif dans le sens où les Américains sont préoccupés aujourd'hui par la préparation des élections présidentielles qui un petit peu pèsent dans la question. Qui pèsent, justement, sur le plan politique, c'est les élections qui pèsent sur l'approche en Libye. Le seul objectif des États-Unis en Libye, c'est de ne pas laisser la place aux Russes de s'introduire ou d'avoir un pied au Maghreb. C'est ça l'objectif des Américains. Et il y a aussi cette position, l'appui donné par les Américains indirectement, ou plutôt directement, aux Turcs, notamment dans les déclarations de Pompeo ou de porte-parole de la présidence de la Maison-Blanche, qui a dit que les mesures prises par la France pour contrôler le flux maritime ou bien le contrôle des armes, la rentrée des armes en Libye, est en train d'être réductible, est en train de viser uniquement la Turquie. Et ça, c'est une position portée. En même temps, on voit qu'il y a un risque de casus belli. On est en train de le sentir. Pourquoi? Parce que certes, il y a cette volonté de la Turquie de ne pas revenir à la réalité, de revenir à la réalité d'avant 2016, c'est-à-dire avant la création du GEN et les accords de Srerat. Et en même temps, les Égyptiens et les Français et les Émiratis saoudiens, il faut comprendre que l'Égypte dans ce conflit joue le rôle d'interface. Ce n'est pas l'acteur majeur. Derrière, il y a des puissances qui sont l'Arabie saoudite, il y a la Russie, il y a aussi les Émirats qui sont les principaux financiers des achats d'armement de l'Égypte. Ils jouent le rôle d'interface et ne veulent pas revenir à la situation d'avant 2016 qui est appuyée par la France. La France nous dit il ne faudrait pas, pourquoi nous devrions nous renégocier une réalité qui est déjà finie. Donc on veut parler de maintenant. Ce qui rend la situation très complexe en Libye. La lecture actuelle, elle tend vers quoi? La question qu'on se pose, est-ce qu'on va vers un conflit autour de Sirte et de Jafra, qui est l'une des plus importants aéroports, parce que c'est un important aéroport. Le tarmac fait 4 km, donc elle permet à tous les avions les plus lourds de s'installer. Celui qui contrôle cette région, aujourd'hui elle est sous le contrôle des troupes de Haftar, mais si demain les Turcs et le GN la contrôlent, c'est un changement radical dans le conflit. C'est un des principaux... Donc ça va bouleverser le conflit. Et c'est ça, c'est ce qu'on veut éviter. Enfin, l'autre clan veut éviter, ne pas permettre à la Turquie d'occuper cette... C'est une des principales demandes aujourd'hui pour appliquer un cessez-le-feu, c'est le retrait des troupes de Sirte et de Jafra. C'est là où l'Algérie, c'est pour ça que l'Algérie a dit quelque chose de très, très, très important, qui est un petit peu calqué sur la position française, mais qui a eu sa particularité d'impliquer les pays du voisinage, qui sont l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Mais du moment que l'Égypte est devenue acteur principal et l'un des acteurs qui contrarient la solution politique, maintenant l'Algérie parle d'une solution algéro-tunisienne. C'est on parle du processus des pays voisins basée sur trois choses. La première, c'est aller vers une rencontre interlibéennes, probablement en Algérie, formation d'un nouveau gouvernement et des élections présidentielles pour un petit peu colmater les brèches et contenter tout le monde. C'est une vision à long terme, mais la réalité actuelle, c'est la question qu'on se pose actuellement, est-ce qu'on va vers le conflit autour de Sirte ou pas? Et c'est ça que toute la communauté internationale, tout se joue ici. Est-ce que les dés vont bouger? Je pense que le poids des États-Unis va être prépondérant dans cette question, du moment que déstabilisation plus importante qu'actuellement de la Libye et conduirait à une déflagration qui n'est pas souhaitée par tout le monde. Alors, Monsieur Benanter, vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Est-ce que vous pensez que, comme le disait
disait à l'instant, hein, Monsieur Mansari, ce chaos, est-ce que ce chaos déjà qui est en train de régner en Libye ne profiterait pas quelque part aux puissances qui y sont mêlées, comme cela se passe en Syrie, où ils se nourrissent un peu de la déstabilisation de la région? Est-ce qu'on veut aller vers une solution politique? En l'état actuel des choses, ça me paraît un peu difficile. Cela étant dit, lorsque vous avez deux réalismes militaires s'affrontent, il se peut qu'en fin de compte, les deux parties qui sont, enfin les différentes parties qui sont derrière les protagonistes libyens reviennent à la raison et se disent que l'option militaire a atteint ses limites. Je pense que le changement stratégique et le renversement de l'avancée des forces d'Haftar vers Tripoli, sur Tripoli donc, et finalement le réalisme militaire prôné par l'Égypte et les Émirats arabes unis a atteint ses limites puisqu'il a été totalement renversé par le réalisme militaire turc. Donc il y a deux solutions, si je puis dire, mais même si c'est très difficile à apprécier l'évolution de la situation. La première solution, c'est un affrontement militaire égypto-turc, comme ça a été rappelé par les différents intervenants. En l'état actuel des choses, c'est peu probable, compte tenu du déséquilibre militaire, ne serait-ce que militaire, sans parler des capacités économiques, d'une part. D'autre part, si l'Égypte avait réellement les moyens militaires, les moyens économiques et surtout la volonté politique d'appuyer les forces d'Haftar, elle l'aurait fait lorsque celles-ci se trouvaient aux portes de Tripoli. Donc le fait de ne plus s'intéresser à Tripoli faute de moyens militaires et de considérer la base aérienne d'Al-Jafra comme un casus belli est en soi l'expression d'un échec de la stratégie militaire prônée par Haftar et ses alliés. L'autre possibilité, solution, consiste à dire que, compte tenu de cette neutralisation réciproque, si je puis dire, grâce manu militari, les deux parties vont se résoudre à une solution politique. Le souci, c'est que le schéma a changé et l'intransigeance a changé de camp. Hier, c'était Haftar et les siens qui étaient intransigeants. Aujourd'hui, c'est le gouvernement de Tripoli qui est en position de force. Et finalement, il se demande, c'est très cynique comme calcul. Pourquoi accepterais-je de négocier avec ceux qui ont refusé la négociation depuis des années? Pardon? Oui, pourquoi accepterais-je de négocier alors qu'ils sont en position de force? C'est ce que vous disiez à l'instant. Oui. Voilà. Ça, donc, le troisième facteur, c'est l'intervention des puissances régionales qui restaient à équidistance des deux principaux protagonistes libyens, en l'occurrence l'Algérie, en tout cas notamment l'Algérie, mais il n'y a pas que l'Algérie, et puis la puissance américaine, la première puissance mondiale, pour l'instant est silencieuse. Peut-être qu'elle serait motivée éventuellement par une initiative politique pour éviter, par exemple, parce que les risques d'escalade sont énormes, pour éviter qu'il y ait des accrochages, des affrontements entre les forces turques et les forces russes en Libye. Vous savez, il y a eu un accord entre l'Alliance Atlantique et la Russie pour mieux gérer des accidents par erreur dans l'espace aérien syrien. Un tel accord n'existe pas en Libye. Donc, par souci d'escalade militaire qui pourrait éventuellement mener ou amener la Turquie à revendiquer l'application de l'article 5 de la charte de l'OTAN qui mettrait les alliés dans l'embarras, puisqu'ils n'appuient pas tous, loin de là, ils n'appuient pas tous la politique turque en Libye. Donc il se peut que cette crainte d'une escalade militaire turco-russe et non pas turco-égyptienne pourrait inciter les Américains à faire pression sur les protagonistes. Alors, M. Zitouni, quand on voit ça, et leurs alliés notamment. Très bien. Finalement, les perspectives de stabilisation du conflit paraissent aussi éloignées qu'au début des hostilités. Oui, je crois qu'il faut ajouter aux options qui étaient justement avancées par notre intervenant d'autres options, si je puis me permettre de compléter.
D'abord, il y a une très forte probabilité, de mon point de vue, moi j'exclus un affrontement turco-russe, absolument. Je l'exclus pour la simple et bonne raison qu'il y a trop d'intérêts engagés par la Russie en Turquie, par les Turcs en Russie, par rapport à la situation connue en Syrie, en Iran et ainsi de suite. Faut pas perdre encore dans le processus d'Astana, le débouché gazier russe en Turquie, etc. Tout ça fait que de toutes les façons, Turcs et Russes ne se feront jamais la guerre. Ça, c'est le premier point. Je vous repose alors la question que j'ai posée à M. Benattal. Est-ce que ce chaos ne serait pas peut-être quelque part privilégié par ces puissances et en profiterait largement? J'y viens. Je crois qu'au contraire, le dialogue turco-russe dans la région des Dardanelles, ce dialogue-là favorise une résolution de la Libye, une résolution diplomatique, par la Russie et la Turquie. C'est au contraire ces deux-là, ces deux protagonistes qui sont en position de force pour arriver à les Russes en parlant aux Égyptiens, aux Saoudiens et aux Émiratis de trouver des compromis, et les Turcs en parlant à Haftar, aux Algériens, etc., aux Tunisiens. Donc aujourd'hui, la position de force diplomatique, elle est russo-turque. Et s'il doit y avoir une sortie par la diplomatie, ça commencera par le dialogue russo-turc. Ça, c'est le premier point. Mais en contrepartie, il y a une autre option, une cinquième option, je dirais, qui est celle du pourrissement, celle que vous évoquiez, et je pense que vous avez raison d'y faire allusion. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont tout à fait preneurs d'une situation permanente de guerre en Libye, pour des raisons qui tiennent à la stabilité de leur pouvoir politique. Ça fait déjà pratiquement 10 ans que la Libye est en guerre. On peut aller encore vers 10 ans de guerre sans qu'il n'y ait de résolution du conflit. Et je crois que c'est sur ça que Paris les Émiratis et les Saoudiens. Ils ne veulent pas l'effondrement total de la Libye et ils ne veulent pas la renaissance d'un État fédéral qui serait un État, d'un État national, qui serait un État national s'appuyant sur les expressions politiques d'islamisme modéré qui ont cours dans la société libyenne tout à fait naturellement. Ce qui nous arrangerait plus, nous, un État national que l'éclatement tout à fait. En un État fédéral. Donc parmi les options, il y a l'option diplomatique russo-turque et il y a le pourrissement. Enfin, il y a la dernière option, qui est une option maghrébine, une option algéro-tunisienne, s'appuyant sur ce qui fait la communauté de destin de nos pays, en essaie de trouver des solutions comme étape première à une dynamique plus commune que ce qu'elle n'a été. Et ça, c'est favorisé par le contexte régional. Si au temps de l'Empire soviétique, chaque nation allait de ses propres logiques, aujourd'hui, avec l'effondrement de l'ère soviétique dès 89, le mur de Berlin, et après les vagues de montée islamiste liées à cet effondrement justement soviétique, aujourd'hui nous rentrons dans une nouvelle phase, dans de nouvelles perspectives géostratégiques dans le Maghreb et qui favorisent des actions communes. Ça aussi, c'est une option à mettre sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, cette initiative algéro-tunisienne a des chances d'aboutir quand on connaît un peu la situation actuelle de la Tunisie qui traverse une crise politique? Est-ce que ça n'affaiblit pas encore sa position? Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Je suis d'accord que le rôle de la Turquie et de la Russie sont prépondérants. Et j'en veux pour preuve que la Russie s'est empressée d'ordonner aux troupes de l'armée privée Wagner de se retirer. Et sans le retrait des troupes de Wagner, le sort de Tripoli ne serait pas ce qu'il est maintenant. C'est juste. Il s'agit non pas de grandes puissances militaires, mais il s'agit de véritables spécialistes de la guerre asymétrique et qui pouvaient effectivement mettre à mal l'armée du gouvernement national libyen qui protégeait Tripoli. En fait, ce n'est pas un accord tacite entre la Russie et la Turquie? Je dirais les milices qui protégeaient Tripoli. Maintenant, de là à dire que s'il n'y a pas cette option, il y a une stratégie de pourrissement, je ne le pense pas. Si le peu d'États, le peu d'institutions qui restent en Libye venaient à tomber, les premiers perdants, au-delà bien sûr
de l'Algérie et de la Tunisie, c'est-à-dire de cette portion de l'Afrique du Nord. Je n'aime pas beaucoup la solution maghrébine quand on a vu ce qui s'est passé à Skhirat et comment, à partir de Skhirat, on a voulu torpiller tout le travail qui a été fait par Alger dans le cadre du dialogue inclusif. Donc je préfère dire une proposition bilatérale algéro-tunisienne avec l'apport et l'appui de Moscou et d'Ankara. De toute façon, on demande aujourd'hui à ce que les troupes reviennent à l'accord de Skhirat. Absolument. Et à ce que Haftar se retire de Sirte et de Jofra. Oui, mais l'accord de Skhirat est caduc quand on voit ce qui s'est passé à Berlin. Parce que maintenant, ce qui est opposable à toutes les parties, c'est pas l'accord, les ententes qui se sont faites à Berlin. La stratégie... Il est caduc parce que le mandat du gouvernement de Sarraj a pris fin. Il a pris fin. C'est ça la raison principale. Non, la raison principale, c'est celle-ci. C'est que, j'allais dire, sur le plan du calendrier, il y a eu d'autres initiatives et il y a eu d'autres engagements qui ont été pris à Berlin. La stratégie de pourrissement, je n'y crois pas. Parce que les premiers à en pâtir, c'est le pourtour méditerranéen. C'est d'abord l'Italie. En premier lieu, l'Italie. Si le verrou libyen tombe, il n'y aura plus rien pour empêcher absolument une immigration clandestine déjà exacerbée par la situation. Et puis l'armement, je pense qu'avec absolument. Avec la situation actuelle en Libye, il y a un cela suppose l'immigration, trafic d'armes, trafic de drogue. Ouais. Parce que maintenant, les grands trafiquants de drogue sont à la recherche d'autres cheminements pour pénétrer l'Europe. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Europe, d'une manière générale, et de l'Europe du Sud, qu'on aille vers une stratégie de pourrissement, même si celle-ci est effectivement voulue pour des raisons même pas idéologiques, pour des raisons de basse gouvernance et de tentative de sauver des modèles de gouvernance qui sont obsolètes. C'est-à-dire que les tentatives de Riyad et des Émirats, c'est pour sauver leur trône, parce qu'ils sont déjà en difficulté, la guerre du Yémen, leur intervention en Syrie, la déstabilisation du Mashriq, la déstabilisation du Levant, les tentatives de déstabilisation au jour d'aujourd'hui du Liban. Donc tout cela fait que ce sont des perdants et ils perdront encore une fois. Les acteurs principaux dans la région, en plus des pays d'Afrique du Nord, c'est-à-dire notamment l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Oui. Alors vous dites, ces pays du Maghreb ont beaucoup à perdre, de même que pour la communauté internationale, l'Occident qui ne réagit pas aujourd'hui. Quel est le rôle quelque part de l'ONU, qui n'a toujours pas désigné non plus un nouvel observateur? La question de l'intervention des organisations comme l'ONU en Libye, bon, il ne faut pas oublier qu'après la démission de Salamé, donc, en mars dernier, est remplacée par Stéphanie Williams. Donc actuellement, elle reste dans un rôle un petit peu rétréci, c'est-à-dire peut-être qu'à cause de Rwanda et tout, mais les événements la dépassent. Dire que maintenant en Libye, dire que les principaux acteurs qui peuvent influer sur le cours des événements en Libye seront les Turcs et les Russes, c'est vraiment oublier les autres poids lourds qui sont l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne qui reste en retrait, qui sera touchée directement. Qui est actuellement, c'est-à-dire, n'oublions pas que l'initiative de Palermo, c'est l'Union européenne, c'est Berlin, c'est l'Union européenne, Paris, c'est l'Union européenne. Les Russes ont tenté de faire une réunion à Sochi qui n'a pas abouti en raison de l'éloignement et de la possibilité de trouver un consensus au sein des partis libéens pour participer à une sorte de l'œil à Jirga à l'Afghan à Sochi. Il y a la question de, bien évidemment, la participation, le rôle américain dans le conflit libyen qui reste toujours posé. Jusqu'à aujourd'hui, elle est silencieuse, mais en même temps, elle n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues à l'Union européenne. Elle reproche à l'Union européenne d'avoir une politique sélective
contre la Turquie. Et il ne faut pas oublier que la Turquie qui agit, elle a l'appui américain. Et même si la Turquie, elle agit au nom de l'OTAN, divisée ou pas, elle agit au nom de l'OTAN. Elle n'agit jamais seule. C'est un tête de pont aujourd'hui soutenu par les États-Unis principalement, à contrario de la France qui est en conflit avec elle direct. On a vu la rhétorique française du discours de Macron et sa tentative de canaliser des pays comme l'Algérie et la Tunisie pour les amener vers une solution interlibyenne qui sera sur le sol tunisien ou algérien. Ça, c'est le jeu français. Mais ceux qui peuvent influer, la Russie, évidemment, elle peut éventuellement jouer un rôle. Mais l'exacerbation de la tension, la présence militaire forte de la Turquie et l'ambition américaine d'installer une base qui ressemblerait à Africom dans la région de Zouara rend aussi son rôle un petit peu plus compliqué. Il ne faut pas croire que la Russie a retiré ses troupes pour rendre grâce ou pour rendre service à la Turquie. Il n'y a pas eu d'accord tacite. Il y a une réalité militaire parce que les Turcs, pour la première fois, ils ont utilisé des drones. Et les drones, les missiles Pantsir qui devaient être utilisés par, que ce soit Wagner ou par les troupes de Haftar, ne pouvaient pas toucher les drones. Et ça mettait en danger, d'être des cibles. Et les troupes de Wagner devenaient des cibles faciles, il fallait les retirer. Ça, c'était la raison pour laquelle, militairement, sinon impossible que la Russie fait quelque chose à contrario de des intérêts en Libye. Maintenir Wagner aurait lui permis jusqu'à aujourd'hui de maintenir, c'est-à-dire la pression et de garder une sorte d'influence, que ce soit à travers Haftar ou à travers l'Égypte. Retirer ces troupes-là n'était pas un accord tacite, au contraire, parce qu'elles perdraient au change et elles perdraient sur le plan de l'influence. C'est ce que voulaient les Américains. Les Américains savent que si la Russie rentre, et c'est leur objectif, faire tout pour que la Russie n'entre pas au Maghreb, n'ait pas un pied en Libye. Maintenant, pour la solution politique, quel est le mot d'ordre qui revient dans la diplomatie algérienne? C'est l'ingérence. Qu'il faudrait que les forces étrangères se retirent, y compris ceux de la Turquie. Donc, une fois que les troupes étrangères se retirent, c'est là où la solution politique, aux yeux de l'Algérie, devient possible. Est-ce qu'elle est possible en temps actuel des choses ? Elle devient possible. J'ai dit, elle devient possible si... Oui. La Turquie ne montre aucune volonté de aller en position de force aujourd'hui. Les Turcs, ils sont en position de... Ils ont gagné des points, ils ne vont pas les perdre. Mais le consensus actuel, y compris états-unien, quand on a entendu le secrétaire d'État américain parlait de retrait des troupes, retrait des armes, interdire des armes, de circulation des armes et tout. C'est une façon de dire que la solution militaire ne prend plus et ne peut pas être la solution. Les Égyptiens ont beau gesticuler face à leur population et dire qu'ils peuvent faire quelque chose. L'armée égyptienne ne sera qu'une interface. Probablement, elle essaiera de faire bouger des troupes, mais à une confrontation, elle n'arrange ni les Égyptiens ni les Turcs. Les Turcs, actuellement, qu'est-ce qui les arrange? Que cette position soit maintenue. Ils donnent l'impression qu'ils vont aller vers Sirte et vers Jafra, mais ils n'iront pas plus loin que ça parce que ils savent que c'est la conflagration qui les attend et qu'ils pourraient perdre plus qu'ils n'ont gagné. Là, c'est une façon de faire ce qu'on appelle du forcing, c'est-à-dire forcer l'autre adversaire à négocier. Et maintenant, tout le monde cherche une solution politique. Pourquoi maintenant? Bon, Sabri Bouqadem sera dans 2 jours. Sabri Bouqadem va partir le 22 à Moscou pour essayer de discuter avec les Russes de la position algérienne, de la position algérienne, d'aller vers cette solution qui pourrait éventuellement commencer par agir sur les terres algériennes. Et pourquoi les Libyens n'arrivent pas comment dirais-je, arriver à un consensus entre eux? C'est une question de confiance. Ils ne font confiance ni aux Italiens, ni aux Français, ni aux Turcs. Donc il n'y a personne n'a un consensus. Seuls les Algériens, pour le moment, peuvent éventuellement ramener tout le monde autour de la table de négociation et peut-être éventuellement donner lieu à une solution à long terme. Monsieur Benattal, pensez-vous qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, qu'il y ait réellement une possibilité que ces forces étrangères impliquées dans le conflit libyen se retirent pour lancer un processus politique ? À mon sens, il est peu probable, pour la simple raison, c'est l'histoire qui nous enseigne cela, c'est que les uns et les autres vont rester campés sur leur position militaire pour mieux mener les négociations politiques dans le cadre d'un règlement politique global. Donc, que ces puissances-là se retirent, il faut qu'il y ait une puissance plus forte qu'elles
pour qu'elle se retire. Parce que arriver avec une nouvelle initiative de paix, ça ne changera pas grand-chose. Vous savez, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte à l'époque, encore l'Égypte en 2018, me semble-t-il, en février, les trois pays avaient proposé un très bon plan de paix qui était consistant en termes de propositions. Il y avait 12 ou 14 points, si je me souviens bien, et qui était un plan à même de mettre autour de la table les différents protagonistes libyens soutenus officiellement par l'Égypte, mais sur le terrain, l'Égypte continue à soutenir Haftar. Donc les problèmes qui peuvent se poser pour les appels à toute solution politique, la première, c'est que les uns et les autres ne vont pas vouloir perdre leur position militaire sur le terrain. On se retrouve dans une impasse. Pardon ? On se retrouve dans une impasse quelque part. Voilà, au plan militaire, ils ont raison, c'est du réalisme pur et dur. Je vous dis, l'autre solution, c'est une puissance plus forte, parce qu'aujourd'hui, en dehors de la Russie, il n'y a aucune grande puissance de la taille des États-Unis. Donc on revient au point de départ. On peut faire certaines choses sans les États-Unis, mais on ne peut pas faire grand-chose sans les États-Unis. Et c'est ça peut-être la principale difficulté en Libye. Donc le point faible, peut-être, j'allais dire le point, ce qui donne de la consistance et de la force à la position de l'Algérie, c'est ce refus d'ingérence et de l'avoir appliqué. Elle n'appelait pas seulement à ce que les forces étrangères n'interviennent pas en Libye, ne s'ingèrent pas dans les affaires interlibyennes, mais elle le pratique. Elle pratique ce principe de non-ingérence. Sauf que ce principe même devient un handicap pour sa politique, puisqu'elle est à équidistance des différents protagonistes. Et donc, ce ne sont pas ses clients politiques ou militaires, je mets ça entre guillemets. Et dès lors que le schéma évolue de la sorte, elle n'a pas une forte influence sur les différents protagonistes. Alors, j'ajouterais que la solution pourrait venir, me semble-t-il, et là je reviens à ce qui a été évoqué par l'un des intervenants, sur cette piste maghrébine, une mobilisation maghrébine qui pourrait impliquer aussi le Maroc, c'est de s'interroger, de se poser la question, comment peut-on, et je parle dans le cas de l'Algérie, comment peut-on dire qu'on a de très bons rapports avec un pays comme l'Égypte, un pays frère, très bons rapports avec un pays comme les Émirats arabes unis, c'est ce qui revient dans le vocabulaire officiel algérien, et en même temps, ces pays-là, de par leur politique, mettent en danger la sécurité nationale algérienne. C'est-à-dire que si vous regardez un peu les chiffres sur les 10 dernières années, vous allez constater que le budget militaire algérien est énorme, mais il s'explique en partie par cette forte mobilisation en hommes et en matériel sur la frontière Est pour protéger le pays. Donc ça nous coûte très cher en argent et en temps et en effort. Donc je pense que la solution, ou parmi les solutions qui pourraient être envisagées, que les pays maghrébins et plus particulièrement l'Algérie et la Tunisie réfléchissent sur une manière comment peuvent-ils revoir, menacer de revoir certaines de leurs relations avec certains pays, revoir le niveau en tous les cas de certaines relations. On ne peut pas continuer à dire qu'on entretient de très bons rapports amicaux, voire excellents, avec des pays qui mettent en danger la sécurité nationale. Aujourd'hui, en tant que principal médiateur, c'est qu'elle se retrouve toujours à équidistance entre toutes les parties prenantes en Libye. Au-delà du fait que cela pourrait aller au pourrissement puisqu'on va un peu vers une impasse, est-ce que cela ne peut pas encore dégénérer plus puisque l'Égypte appelle aujourd'hui à armer les tribus et à prendre les armes? Oui, alors là, je voudrais revenir sur deux concepts. Le concept de syrianisation possible de la Libye et le concept que je trouve plus opérationnel de somalisation de la Libye, voilà, qui a été évoqué par Monsieur le Président de la République. La syrianisation, j'y crois pas. Pourquoi j'y crois pas? Parce que aussi bien en Syrie et en Irak, les leçons que les Américains ont tirées de ces deux conflits, c'est qu'il faut un semblant d'État pour pouvoir intervenir. Des États confessionnels comme les États irakiens et syriens avaient un État central, même s'il était appuyé sur une partie confessionnelle qui dominait cet État central. Mais il y avait
légitimité des institutions. En Libye, le problème, c'est qu'il y avait un État faible, comme l'a rappelé parfaitement M. Haddam, et cet État faible ne permet pas à une puissance de classe mondiale, comme les États-Unis, de venir se fixer sur cet État pour intervenir. Et c'est là toute la difficulté. Donc il n'y a pas de syrianisation possible du conflit libyen en raison de la nature même de l'État libyen. Par contre, la configuration tribale libyenne favorise l'option de pourrissement, ou deuxièmement, favorise également une solution, mais radicale, par le rassemblement des tribus. En deux mots, je voudrais rappeler très rapidement l'histoire des tribus en Libye. Nous avons un système tribal très puissant en Libye parce que ce sont les tribus qui ont bouté hors du pays l'Italie. Et donc cette victoire des tribus sur l'Italie a pérennisé leur action sous Senoussi, qui, en même temps qu'il essayait de construire des institutions centrales, s'appuyait pour légitimer son action sur les tribus. Et donc il était très difficile pour le roi Idriss Ier de former un État national puissant tout en se réclamant d'une légitimité tribale. Un État national, c'est le citoyen et c'est la souveraineté. En face du citoyen, en général, il y a l'impôt, et en face de la souveraineté, il y a en général une armée centrale. En Libye, l'État national, c'est la tribu. En face, il y a la tribu, dans un système rentier, c'est-à-dire dans un système qui s'affranchit de l'impôt. En conséquence de quoi, les rapports entre l'État, ou ceux qui faisaient office d'État, et les tribus, devient complexe, et c'était plus une tribalisation de l'État et une diffusion des organisations centrales de l'État au sein des tribus qui a caractérisé le règne de Kadhafi. Donc aujourd'hui, les tribus ont tout leur poids dans l'échiquier. Alors, depuis 10 ans, il y a la guerre. Et cette guerre a amené les tribus à réfléchir leur positionnement vis-à-vis de l'État central. Si, jusqu'à très récemment, les tribus se méfiaient de l'État central, la violence qui est pratiquée depuis 10 ans a fait changer leur opinion en se disant finalement que le monopole de la violence soit centralisé au niveau d'une institution, peut-être que ça peut être une option. Et il y a un changement de paradigme dans les tribus. Ce changement-là, qui est aujourd'hui commun à toutes les tribus, est favorisé par l'organisation administrative que Kadhafi avait mise en place, qui était celle des Muhafarat et des Beladiyet, qui a cassé un petit peu l'organisation strictement tribale administrative qui était celle de Senoussi. Et donc nous sommes aujourd'hui sur des dynamiques tribales qui sont intéressées jusqu'à un certain point par une construction nationale. Et une construction nationale étatique. Et je crois que ça, c'est l'élément principal. Donc elles n'iront pas vers le conflit aujourd'hui. Une des clés de solutions diplomatiques qui pourrait venir par un rassemblement des tribus libyennes qui viendrait en une sorte d'assemblée tribale constitutionnelle, en quelque sorte, venir imposer un canevas de réformes à venir. C'est, à mon avis... Donc elles ne répondront pas à l'appel de l'Égypte. Non, absolument pas. Et c'est pour ça aussi, et j'en terminerai par là, que les Émirats arabes unis bombardent, que l'Arabie saoudite bombarde. Ils veulent, à l'image de ce qu'a proposé les Égyptiens, un armement des milices pour faire la guerre et ne pas permettre à cette option de la paix d'émerger. Et c'est là tout le danger des manœuvres C'est le poids tribal qu'il faudra prendre en compte dans la suite des événements en Libye. Pardon. Elles peuvent changer la donne, le poids des tribus. Je l'ai dit au début de cette émission. Dans un système tribal, il y a un certain nombre d'avantages et il y a beaucoup de difficultés. Vous prenez le royaume hachimite de Jordanie. C'est le Nizam al-Asha'iri, c'est le système tribal. La famille régnante n'a d'autre ressort pour gouverner que les tribus. Mais les tribus jouent un rôle positif dès lors qu'elles acceptent de leur propre volonté, de leur propre fait, de reconnaître un État central. Ce qui n'est pas dans la culture, malheureusement, de la Libye. Pourquoi? Parce que, comme disait Sisi Tony, ceux qui ont bouté les Italiens en dehors, c'est une organisation menée par
Omar el-Mukhtar avec toutes les tribus. Et la plus importante qui l'avait soutenue, il faut le dire, c'est la tribu dont est issu Muammar al-Kadhafi, c'est le Gdadfa, qui a un prolongement en Algérie et en Tunisie. Il faut dire que ces tribus sont transnationales, que ces tribus ne sont pas confinées dans un espace géographique qui s'appelle la Libye, qu'on trouve leur prolongement aussi bien dans notre pays en Algérie qu'en Tunisie. Nous avons d'ailleurs de bonnes relations avec les tribus. Donc, je ne pense pas que le stratagème de l'Égypte et des Émirats arabes unis d'utiliser les tribus pour une guerre civile, je ne pense pas qu'il va fonctionner. Ce qui me fait penser à cela, ce qui renforce ma conviction en cela, c'est la réaction de Aqil Saleh au moment où Haftar voulait prendre le pouvoir par la force. Et il voulait prendre le pouvoir par la force pour édifier un État central, j'allais dire fasciste, fondé sur la violence et contre la volonté des tribus. Donc la volonté des tribus est très importante. Cette évolution dont a parlé M. Zitouni, nous la sentons. Il suffit de regarder les chaînes de télévision qui représentent un peu les tribus, les anciens kadhafistes, et de voir le discours qui est diffusé à travers ces médias pour comprendre que la possibilité d'aller vers une guerre civile avec l'armement des tribus, je ne suis pas sûr que cela aboutira. Seulement, je voudrais clôturer par ceci. Les belligérants arrêtent de faire la guerre dans 3 situations. Quand l'un des belligérants est victorieux, quand il n'y a plus de financement, quand il n'y a plus d'armes. Or, maintenant, il n'y a aucun belligérant qui soit victorieux. L'argent des Saoudiens et des Émirats arrive par avion cargo. La décision du Conseil de sécurité d'interdire la vente d'armes, l'exportation des armes vers la Libye n'a jamais été respectée. Même en temps de pandémie. Hein. Elle n'a jamais été respectée avec la bénédiction de beaucoup de capital dans Washington. Alors, il nous reste moins de 15 minutes pour passer à la question tunisienne, hein, qui reste très proche du conflit. Voilà, 7 minutes, on vient de me le dire. Alors, au plan sécuritaire, hein, le conflit qui oppose les puissances étrangères en Libye aux frontières de la Tunisie maintient le territoire sous tension permanente. Est-ce que l'instabilité aujourd'hui politique fragilise le règlement de cette crise en Libye? On sait que la Tunisie aujourd'hui vit une énième crise politique avec la démission de son chef de gouvernement. Quelle lecture faire de cet événement aujourd'hui? Enfin, bien évidemment que la question libyenne influe sur la réalité tunisienne. Elle influe sur le plan sécuritaire. Il y a eu beaucoup d'intrusions de terroristes de Daesh en Tunisie plusieurs fois. On a eu la tentative de contrôler des villes frontalières entre des villes frontalières à la Libye. C'était flagrant que la question libyenne est en train de peser sur la sécurité tunisienne. Les attaques qu'il y a eu partout en Tunisie qui sont à chaque fois renvoyées à la situation libyenne. Les réfugiés libyens qui se trouvent en Tunisie sont énormes, les nombreux, et en plus la circulation des armes pèse sur la réalité tunisienne. C'est pour ça que maintenant la question de le règlement politique est forcément réclamée par la Tunisie, justement pour stabiliser d'abord les risques sécuritaires à ses frontières et stabiliser sa situation interne. Bien évidemment que la situation politique intérieure n'est pas réellement causée par... ce n'est qu'un élément, mais ce n'est pas l'élément fondateur ou bien majeur. C'est une crise politique due, bien évidemment, à la position montrée expressément par Ghannouchi, le président du Parlement, à l'égard de Sarraj, ce qui a laissé penser que la Libye s'est invitée en Tunisie et ça a créé un malaise politique au sein de la Tunisie et qui a poussé l'opposition ou bien tous les partis qui pensent que
Ghannouchi n'aurait pas dû s'impliquer dans une affaire, dans une question d'ordre de politique étrangère qui n'est pas de son ressort ni de ses compétences. Ça a donné lieu à la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais bien évidemment, la Tunisie, ce n'est pas seulement la Libye, c'est aussi des problèmes économiques, le tourisme qui est en train de reculer, c'est des pertes énormes. Il y a d'autres problèmes qui est le chômage. On voit chaque jour dans les provinces tunisiennes des manifestations pour des gens, notamment à Kasserine, où toujours la question de l'emploi et du chômage revient de plus en plus. Mais je pense que le règlement de la question libyenne est fondamental pour la stabilité déjà de la Tunisie, pour que les échanges reviennent, pour que les frontières s'ouvrent et pour que le commerce ou bien l'économie se régénère et trouve un petit peu sa renaissance pour les Tunisiens et également pour les Algériens, parce que le contrôle des frontières par notre armée est un fardeau énorme, ça coûte de l'argent, c'est un casse-tête permanent. C'est pour ça que les deux pays, que ce soit l'Algérie ou la Tunisie, nous sommes en train de subir, c'est-à-dire les conséquences néfastes de la crise libyenne. Alors si on doit revenir à la politique en Tunisie, quelle lecture faire aujourd'hui de cet affrontement entre Nahda et le chef du gouvernement Eliès Ferfer qui a finalement déposé sa démission demandée par le président de la République, Kais Saïed? Oui, je crois que le débat n'est pas tant des positions politiques des islamistes contre les laïcs ou des choses de ce type. Je pense que fondamentalement, il y a une crise institutionnelle en Tunisie, que le parlementarisme verse aujourd'hui dans le pusillanisme politique et qu'on n'arrive pas à s'entendre parce que les modes aussi bien de scrutin que la Constitution ne permettent pas l'expression démocratique. Je crois que les Tunisiens se sont fait piéger par le constitutionnalisme philosophique à la française, que les Français n'appliquent même pas en France, puisque leur régime est beaucoup plus présidentiel. Mais par contre, les conseilleurs n'étant jamais les payeurs, ils ont parfaitement conseillé les Tunisiens qui se sont fait piéger et les ont conseillés de telle manière que la mouvance islamiste fasse piéger. Donc ils ont piégé le mouvement islamiste par le constitutionnalisme et non pas par le jeu politique. Donc là, il y a une vraie problématique fondamentale en Tunisie et pour en sortir, il faut sortir par le haut, il faut sortir par une révision constitutionnelle. Il y a une vraie guerre de pouvoir qui s'installe entre le Parlement aujourd'hui et le palais de Carthage. Alimentée justement par des institutions et surtout une constitution qui n'est pas le reflet de la sociologie, de l'histoire politique tunisienne. Et c'est cela le vrai problème en Tunisie, au-delà des différences idéologiques. Pour terminer, j'ai beaucoup d'admiration pour la société politique tunisienne et pour sa société civile, qui a réussi, malgré une économie défaillante, à régler des problèmes pacifiquement dans la discussion. C'est une grande leçon que nous devons prendre, nous les Algériens. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un échec du régime parlementaire en Tunisie? Je n'aime pas porter des jugements d'une manière définitive et péremptoire. Non. L'expérience tunisienne a ses spécificités. Elle a ses spécificités, d'abord, pour le passé bourguibiste qui a institué dans l'esprit de la classe politique. Je vais utiliser une expression que nos amis tunisiens n'aiment pas beaucoup. Dans l'élite politique sahélienne, c'est toujours les hommes politiques viennent de la période de la région du Sahel. Donc, ils sont convaincus que aller vers le système parlementaire, j'ai beaucoup d'amis parmi les chefs politiques, les chefs des partis politiques tunisiens. Je pense que pour bien comprendre ce qui se passe en Tunisie, il faudrait revoir les images des 26 heures de séances parlementaires et des échanges épistolaires entre Mme Moussi et le président du Parlement, M. El-Ghannouchi. M. El-Ghannouchi appartient à une mouvance transnationale qui est le mouvement des frères musulmans. Et en sa qualité de frère musulman et au nom de cette appartenance, il a engagé des pourparlers politiques avec des partis bien déterminés en Libye sans passer
par les institutions de la République, c'est-à-dire par le ministère des Affaires étrangères et par la présidence de la République. Donc il y a trois aspects. Je ne nie pas, comme vous, Monsieur Zitouni, les aspects idéologiques qui sont importants. Nous sommes en situation de confrontation entre la modernité et un certain obscurantisme. On ne peut pas être d'accord sur ce point. On ne peut pas être d'accord. Il y a d'un autre côté des problèmes spécifiques à la société tunisienne, et Nahda à utiliser et à exploiter ces aspects spécifiques en allant vers le sud, le Jnoub, qui a été toujours le parent pauvre de l'État tunisien. Il a investi dans le Jnoub pour essayer de contrer l'intelligentsia du Sahel. Je pense que ces aspects sociologiques et sociopolitiques rentrent dans le cadre de la crise. À cela est venu se greffer ce que notre ami a développé, les aspects économiques, le tourisme qui a souffert de deux choses. D'abord, du terrorisme, puis après, de la pandémie du Covid-19. C'est trop pour une économie d'un petit pays qui a toujours vécu grâce à l'agriculture, au tourisme et à la petite et moyenne industrie. Il est un pays qui est financièrement étranglé et avec des contradictions politiques et sociopolitiques extrêmement lourdes. Alors, Monsieur Ben Antar, je vous pose la question sur la Tunisie. Aujourd'hui, on sait que Kais Saïd, le président tunisien, a un peu manœuvré tactiquement avec Ilyes Farfar en lui demandant de démissionner pour garder la main sur la nomination du chef du gouvernement. Ou alors c'était Nahda c'était le Parlement qui aurait dû nommer un nouveau chef de gouvernement. Quelle lecture faites-vous de tout ce qui se passe sur le plan politique en Tunisie ? Il y a plusieurs lectures, si vous voulez, il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués aussi par les précédents intervenants. Le premier élément, et me semble-t-il le plus important, c'est la dure réalité de l'apprentissage démocratique. Le processus transitionnel est très, très difficile, notamment dans des pays qui ne font pas partie, si vous voulez, de sphères où il y a des locomotives, c'est-à-dire que la transition démocratique dans les pays de l'Est a été beaucoup plus facile, en tous les cas facilitée à la fois par un double élargissement à l'Alliance Atlantique et à l'Union Européenne. Donc il y avait des rouleaux compresseurs avec des cahiers des charges, etc. Et donc il y avait un soutien important externe, y compris financier. La Tunisie ne profite pas, en tous les cas n'évolue pas dans un environnement favorable, comme le montre la crise libyenne. Donc le premier point, c'est cet apprentissage très difficile de la démocratie en plein processus transitionnel et l'absence de soutien extérieur très fort. Le deuxième point, c'est cette difficulté qui est née des choix institutionnels et constitutionnels. Ça a été rappelé. Vous savez, il y a une expression utilisée dans la constitution tunisienne qui, pour une analyse politique, pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que l'article 89 dispose que si le chef du premier parti, en tous les cas le parti qui a obtenu le plus de voix aux élections législatives et dont il a la charge du gouvernement suite à la décision du chef de l'État, ne forme pas son gouvernement dans les délais, le chef de l'État a le droit de désigner la personnalité, je cite, jugée la plus apte à former un gouvernement. Mais ça, c'est de l'amateurisme politique. On n'introduit pas une clause comme ça dans une constitution. La constitution est un texte fondateur. Résultat, on a nommé El Fakhar, dont le parti n'a obtenu aucune voix aux élections. Donc, vous partez déjà avec un échec assuré dans le sens où vous n'avez aucun soutien dans le Parlement. D'autant plus que les autres partis politiques qui ont donné le feu vert à la nomination d'El Fakhar et avec difficulté à former son gouvernement, leur premier objectif est de dégager, si je puis dire, le gouvernement d'El Fakhar dès le premier jour. Donc, en fait, tout a été réglé d'avance. Le départ d'El Fakhar a été réglé d'avance. Me semble-t-il, le point le plus important à retenir de toute cette crise politique tunisienne, c'est aussi le fonctionnement
tant bien que mal des institutions démocratiques tunisiennes, puisque le départ d'El-Frach, ne l'oublions pas, est certes lié à des enjeux politiques, à des guerres fratricides entre le courant islamo-conservateur d'un côté et les nationalistes, les démocrates de l'autre, mais en grande partie, c'est lié aussi, son sort a été scellé, si vous voulez, suite au rapport publié par l'instance nationale de lutte contre la corruption, puisque les entreprises dont il a des actions et dont il est membre du conseil d'administration ont bénéficié quand même de contrats s'élevant à 15 millions de dollars. C'est une somme colossale pour un pays comme la Tunisie qui traverse une forte crise économique. Je terminerai pour dire aussi que ça reflète aussi un manque d'intelligence politique dans un pays dont le voisin est dans une situation de trouble chaotique, si vous voulez, et dont l'impact est réel sur l'économie tunisienne et sur la sécurité tunisienne. Et le minimum était de s'entendre sur un gouvernement d'union nationale le temps que le voisinage se stabilise. Je ne dirais pas la politique tunisienne, mais du moins le voisinage se stabilise pour revenir aux querelles politiques traditionnelles. Merci M. Benantel. On arrive au terme de l'émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Les initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel, le G5 Sahel mis à l'épreuve. Merci d'avoir intervenu dans cette émission. Merci messieurs de nous avoir éclairé sur la situation libyenne et tunisienne. Je rappelle que Raïs Saïd dispose désormais d'une semaine pour désigner un nouveau Premier ministre ou un peu moins, qui disposera à son tour d'un délai de 2 mois pour former un nouveau gouvernement et le faire investir par le Parlement s'il n'y a pas entre-temps de changement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était la dernière émission de cette saison. Je tiens à remercier toute l'équipe technique en régie, la rédactrice en chef Nawal Abada et tous les journalistes qui ont contribué dans cette émission. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. J'oublie pas le réalisateur Hassan Chakour. Merci à vous tous. Très bonne fin de soirée. Au revoir.